Aspire 13 vient tout juste de sortir du four avec son lot de nouveautés brûlantes. Et qui mieux qu'Alexandre Nedelec, Microsoft MVP, pour nous en dévoiler les points forts. Cet extrait est tiré de notre table ronde mensuelle de novembre, issue de devdevdev.net, épisode 78. Bien, pour commencer, on a vu la semaine dernière, c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais plus, il y a une nouveauté, il y a une nouvelle version de Aspire qui est parue, c'est la version 13. Et Alexandre, t'as pu jouer un petit peu avec. Ouais, j'ai pu jouer un petit peu avec, j'ai pu lire aussi pas mal de choses qui sont passées sur le sujet. Il y a eu la .NET Conf, il y a eu pas mal de démos assez cool, de presse assez cool que je vous invite à aller revoir, hein. C'est dispo, les replays sont dispo sur la playlist .NET Conf du compte .NET sur YouTube. Et moi, ça m'a pas mal plu ce que j'ai vu et ce que j'ai pu tester. Déjà, il y a un nouveau site qui est tout neuf, là, aspire.dev. Ils ont choisi vraiment de migrer, de enlever la documentation et de la basculer sur un site dédié. Ils ont ils ont, euh, ils ont décidé de changer le nom aussi. Avant, on parlait toujours de .NET Aspire et maintenant, on va parler juste d'Aspire. Et en fait, derrière Mhm. tout ça, on voit une certaine logique on ne veut pas en faire un truc que pour les gens qui font du .NET, on veut en faire un outil, une suite d'outils pour un peu tout le monde. Et ils ont annoncé dans cette lignée-là le support natif de tout ce qui est application Python et JavaScript. Donc c'est plutôt sain, c'est plutôt bien se dire que ça s'ouvre à tout le monde, qu'il y a d'autres gens qui vont pouvoir l'utiliser sur tout un tas de projets. Donc moi j'y vois un peu que du positif. Oui, c'est vrai que au niveau de la communication, il y a ce point entre guillemets, de sortir un petit peu du microcosme Microsoft et de s'élargir justement à Python et JavaScript. Moi, j'ai pas essayé. Il y a quelqu'un d'autre qui a essayé? Jérémy ou Olivier ou Simon? Non, pas du Hmm. tout. Non, Aspire en général ou plus Oui. particulièrement la dernière version? Bon. Aspire en général. Non, j'ai pas essayé, moi. D'accord. Alors, c'est pas la première fois qu'ils essayent d'étendre leur influence au-delà des limites de .NET et des clients Microsoft, notamment en draguant le monde Java ou HTML, etc. Ça n'a jamais Mhm. été forcément toujours très, très, très bien perçu par ces gens-là qui sont pas toujours des amoureux de Microsoft, mais espérons que ça porte chance à Aspire. Ouais, j'espère aussi parce que ce qu'ils font c'est plutôt cool et en fait ça peut servir à tout le monde. Donc je pense ils essayent de vendre ça justement comme un truc qui est pas brandé Microsoft. La doc, du coup, elle sera plus sur le site Microsoft. Hein. Ils essayent vraiment de retirer un peu l'emprise. Ça reste des gens de Microsoft hein, qui font le truc, mais de le rendre sympa pour tout le monde. Et là, ils ont annoncé le support natif de Python et JavaScript, mais c'est des choses qui étaient déjà possibles. Il y avait déjà des packages communautaires. On pouvait déjà le faire dans les versions précédentes. Mais du coup, là, c'est vraiment natif et sûrement qu'ils vont ajouter aussi d'autres technos derrière. Et dans tous les cas, les autres technos, elles fonctionnent déjà avec des packages communautaires. Donc ça, c'est plutôt cool. Et dans l'autre lignée, parce que je pense pour quelqu'un qui fait, je sais pas, du Java, du Kotlin, du Go, des choses comme ça, si on commence à mettre tout un CS proche, une solution et tout ça, ça peut faire un peu peur. Je pense qu'on n'a pas l'habitude. Et donc, ils sont servis d'une des fonctionnalités là, de .NET 10 d'avoir euh, un, un fichier seulement où on puisse exécuter du C Sharp. Là, je ne sais pas si vous avez vu passer, vous pouvez prendre Ouais. maintenant n'importe quel fichier et l'exécuter. En fait, ils sont servis de ça pour se dire, ajouter Aspire à un projet, en fait, ça peut être juste générer un fichier, un peu de la même manière qu'on peut avoir, je sais pas, un Dockerfile ou un Docker Compose. Là, on aurait tout le programme Aspire juste dans un fichier. Et je trouve que c'est assez sympa parce que quelqu'un qui connaît pas forcément C Sharp, enfin, s'il commence à avoir tout un tas de fichiers dans tous les sens, ça va lui faire peur. Mais là, en fait, un seul fichier, bon, c'est un fichier, c'est un langage de programmation. Bon, c'est pas trop compliqué à éditer. Donc c'est plutôt cool. Et dans la lignée de tout ça, ils ont aussi sorti la CLI Aspire. Donc Oui, c'est ce maintenant, que il y a j'allais tout dire. un Oui, tas de choses. il y a une CLI qui est installée d'ailleurs. Ouais. Ouais, On en ça avait déjà permet un petit d'éviter. peu parlé une fois, hein, justement, la Pardon? CLI. On a déjà un petit peu parlé qu'elle commençait à se présenter, la CLI. Parce que justement, les développeurs .NET commençaient à dire c'est bien, c'est brandé .NET, mais on n'a plus la CLI alors qu'on s'est habitué à la CLI. Ouais.
Ouais, maintenant, on voit la CLI, je pense pour tous les outils, ça revient quand même bien au goût du jour. On le voit même dans les outils IA et tout ça. Maintenant, on commence à revenir sur des CLI de partout. Et là, c'est pas mal parce que ouais, ça découple ça du .NET. Au final, c'est toujours du .NET derrière, mais ça permet de faire les opérations avec une CLI sans forcément connaître les mécanismes intrinsèques de .NET, quoi. Oui, j'allais dire, parce que jusqu'à présent, quand on nous présentait un projet, enfin de créer un projet Aspire ou ce genre de choses, on présentait tout le temps les templates qui existaient pour Visual Studio ou pour Visual Studio Code, alors que là, quand on va sur le site, la première chose qu'ils disent, c'est installer la CLI et utiliser la CLI pour créer vos projets, quoi. Ouais, exactement. Mais bah, on peut toujours se faire ce qu'on a l'habitude avec Visual Studio, où il y a une extension VS Code aussi maintenant, ou Rider, enfin ce qu'on veut. Mais effectivement, la CLI est pas mal mis en avant et assez simple, donc c'est plutôt cool ce qu'ils ont fait. Et puis ils évoluent beaucoup. Je sais pas si vous avez fait attention, mais du coup ça s'appelle Aspire 13. Il n'y a aucune logique par rapport du coup aux autres versions d'avant. Et alors, j'ai vu nulle part l'explication officielle, mais je suppose que c'est pour se décorréler totalement des numéros de version des releases .NET, pour se dire, bah, nous, on avance comme on veut à notre rythme et on n'est pas lié directement au cycle de versionning .NET classique, quoi. Oui, c'est vrai que de 13, on peut se demander d'où ça vient. Ouais. 13 chez Microsoft. Non, mais c'est. Je sais pas, Olivier, ça te fait pas bondir? 13, c'était le numéro qui était interdit sur toutes les versions de tous les produits à une époque. En général, ouais. Mais Tous les produits Microsoft ont la version 13. Hein. Ils ont croisé les doigts comme ça, ils se sont dit, Ouais, allez, on le ouais. compte. Ouais, ils vont jamais jusque-là en général. Bah, Ouais, Visual Il n'y a Studio, pas eu de Visual Studio 13. Ouais. Office. Attends, la prochaine version de Windows, ça sera la 13. Hein. Ouais. On verra le numéro de version, ça sera marqué NT6, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hein. Windows 3000. Et pour en revenir à Spire, côté déploiement, mise en production, il y a eu des grosses nouveautés ou... Ouais, alors c'est des nouveautés qui sont plus ou moins en preview, hein, si j'ai bien compris. En fait, c'est qu'ils ont changé un peu la manière dont c'était fait. Alors moi, je suis pas particulièrement fan de cette partie déploiement, mais je pense qu'il faut voir comment ça va évoluer. Avant, c'était un peu, on a un Aspire deploy et ça fait tout un tas de trucs et on maîtrise rien de ce que ça fait. Et maintenant, en fait, ils ont introduit une notion un peu comme de pipeline, un peu. C'est le Aspire Do, où au final, on va pouvoir exécuter des étapes. Et ça peut être tout un déploiement, mais ça peut être aussi du code C# qu'on va aller insérer dedans. Ça me fait penser un peu à des initiatives comme Nuke ou Cake. Ouais, c'est ce que je vais dire, oui. Bon, je ne sais pas si c'est une directe inspiration de ça. Je pense que le but n'est pas complètement similaire, mais en tout cas, ça permet de faire tout un tas de choses. Mais je crois que toute cette partie est quand même est un peu en preview. Je pense qu'ils ont encore à itérer dessus, mais ils ont reconstruit quand même tout leur socle parce que je crois qu'ils ont eu pas mal de retours, comme quoi en fait c'était bien déployé, mais en vrai, on ne fait pas comme ça, on veut avoir la main, on veut paralyser les choses, on veut peut-être ajouter une étape intermédiaire pour faire quelque chose de spécifique à notre projet. Donc là, ouais, il y a beaucoup de nouveautés sur toute cette partie-là. Et je pense que c'est vraiment le début. Donc là, ils ont fait toute la partie pour générer un Docker Compose, pour aller déployer sur Azure et tout ça. Ils attendent un peu que la communauté vienne enrichir pour, je pense, d'autres clouds, d'autres choses derrière. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, on a au niveau du dashboard, là, c'est notre ami Newtonsoft là, qui s'est amusé avec. Ouais, il publie régulièrement sur. Alors moi, je vois les trucs sur Blue Sky, mais je pense qu'il le fait sur d'autres plateformes aussi. Ouais. Dès qu'il sort des nouveautés sur le dashboard, il se fait une série de, je sais pas, 30 jours où à chaque fois il met un post. Aujourd'hui, il y a telle nouveauté que vous connaissez peut-être pas forcément sur le dashboard. Donc, il s'en a fait plusieurs séries et bah. C'est plutôt chouette quand même le dashboard. Ils ont fait quelques petits ajustements qui sont mineurs, mais en fait qui, l'air de rien, en fait, facilitent la vie, le fait de regrouper les ressources à des moments. Ils ont fait des petites démos pour montrer que on pouvait même ajouter
depuis notre code C# un peu d'interface pour des. Je ne sais pas si on rajoute un bouton custom par exemple pour aller. La démo qui était faite par David Foller, c'était d'injecter de la donnée dans une base de données en fait, pour que quand on démarre une application, il y ait de la fausse donnée qui soit générée, quoi. Avoir un bouton pour ça et puis avoir un petit message de confirmation pour aller supprimer cette donnée, reset la base de données. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses sympas. On a une vue graphe, enfin, ça fait quelques temps qu'on la voyait apparaître, mais on a une vue graphe des différentes ressources en fait qu'on a, enfin différents composants qu'on a dans notre application. On a pas mal de trucs, le fait de pouvoir personnaliser les URL, dire ça en fait je veux peut-être afficher que l'URL vers mon UI OpenAPI ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment plein de petites choses. Et moi, ce que je trouve aussi sympa, c'est que ça fait un vrai cas d'utilisation d'application Blazor. Parce que pour l'instant, Microsoft n'utilisait pas, enfin, on voyait pas, ils sortaient pas de trucs vraiment avec du Ouais. Blazor derrière, alors que bon, c'est eux qui font la techno, ils font de la promotion de la techno. Et là, ça fait un vrai cas d'utilisation qui a pas mal d'utilisateurs. Ils attendaient que ça marche, quoi. Ok, bon. Tu avais d'autres choses à nous dire sur Aspire 13 en attendant la 17? Une petite tête logique. Non, c'est principalement ça, hein. Si on récapitule un peu, maintenant, ça se veut un peu polyglotte. C'est le mot qu'ils ont sorti un peu partout. C'est pas que pour .NET, c'est rebrandé. Il y a une CLI, il y a une extension VS Code. Il y a ces systèmes de Aspire-Do avec des pipelines, des étapes un peu pour faire les choses. Et puis globalement, ils ont un peu continué de tout améliorer, intégrer des choses qui étaient dans des paquets communautaires directement en fait dans Aspire. Enfin, typiquement, toute la partie JavaScript, avant, c'est vraiment quelque chose qu'on faisait avec un package communautaire. Et là, c'est built-in et c'est plutôt pas mal fait. Et vraiment, ce qu'ils ont dit à la .NET Conf, c'est que eux, ils donnent des bases, mais après, en fait, vu que c'est du C#, c'est très facile de l'étendre. Et je pense que on peut vraiment améliorer notre expérience de développement avec ça, quoi. Ok. Il y a aussi il y a le serveur MCP pour. Oui, pour- c'est vrai pour qu'il y avait aider. ça aussi qui était impressionnant, où on peut demander directement, vu qu'il y a un serveur MCP maintenant, on peut aller demander directement, je sais pas, d'aller retrouver dans les logs, par exemple, pourquoi il y a eu telle ou telle erreur, ou de ressortir des informations, et même imaginer des scénarios où on a différents serveurs MCP qui dialoguent entre eux. Si, je sais pas, on a du Postgre, mais on a le serveur MCP Postgre qui va dialoguer avec celui Aspire. Enfin bon, il y a pas mal de cas d'usage, ouais. Ok. Bon, super. Écoute, merci Alexandre pour cette présentation.